Bien, merci beaucoup. Donc effectivement, on va faire cette présentation successivement. Je ferai la première partie et Gilles conclura. Donc avant de commencer, je voudrais malgré tout dire que je suis très content du déroulé de cette conférence qui a été dans une ambiance très constructive, qui a été dans une ambiance conviviale, amicale. Et pourtant, je vais me fâcher avec quelqu'un qui essaye d'être tout discret ici, au deuxième rang, Roger Salamon, dont le nom a été cité le premier jour, mais j'aurais aimé lui rendre quand même un hommage particulier aujourd'hui, parce que je pense que si beaucoup de gens sont présents aujourd'hui dans le monde des chercheurs, des médecins, aussi bien non seulement à Bordeaux, mais bien sûr en France et dans le monde francophone, c'est grâce à lui, avec l'école de santé publique qu'il a montée à Bordeaux, avec une unité INSERM, avec l'ISPED, et j'aurais souhaité qu'on puisse lui rendre un grand hommage aujourd'hui. Donc pour revenir au temps fort de la conférence, alors là aussi un petit préambule, c'est de dire qu'évidemment le choix est parfaitement, je dirais, en partie subjectif évidemment, qu'il est plus là pour refléter, on va dire, la diversité des informations qu'on a pu recueillir que bien sûr l'exhaustivité, et qu'on va citer bien sûr beaucoup moins de gens que ceux qu'on ne va pas citer, donc on ne voudrait pas se faire donc trop d'ennemis non plus par cette présentation. Alors, les temps forts de la conférence, c'est un travail collectif. Donc, Gilles et moi, on se fait le porte-parole d'un groupe que vous voyez ici sur cette diapositive. Ils sont un peu plus jeunes que nous, ceux qui ont également participé au rapport, et ils sont très prometteurs pour les années à venir dans le champ du VIH et de la francophonie. Alors, l'ouverture, vous vous en souvenez, c'était mercredi. Michel Sidibé, donc directeur exécutif de l'ONU-SIDA, avec des messages très importants dans son discours d'inauguration sur la nécessité d'intégrer les services d'offre de soins, de la prévention, du dépistage, de la mise aux soins et de centres de santé finalement globaux. Le thème de la démédicalisation, qui a été, je dirais, certainement un fil conducteur également tout au long de cette conférence. Et puis la présence d'Alain Juppé, qui était quand même importante, qui s'engage donc avec la ville de Bordeaux dans le processus des villes sans sida, et rejoint en particulier Bamako, présent avec son maire, et la ville de Paris, qui était également représentée par Ève, lors de la session d'ouverture. Alors, la première plénière, c'était stratégie, il y a eu plusieurs débats, l'un d'entre eux concernait les stratégies antirétrovirales innovantes, c'est Christine qui a donc présenté principalement le slogan suivant, qui était « Innover, simplifier, alléger pour durer », en insistant sur le durer, évidemment, compte tenu de la chronicité actuelle de l'infection par le VIH, et avec une prise en charge à la carte, grâce au développement des nombreux médicaments dont on dispose actuellement, avec un patient acteur de son traitement. La session antirétroviraux, Pierre de Truchis a présenté un topo sur l'allègement, en considérant que cette modification du traitement par rapport aux trithérapies conventionnelles était parfaitement recommandable après 1 an de charge virale indétectable et qu'il y avait de nombreuses modalités d'allègement possibles. Plus loin dans la session, notre confrère Dr Valentin a présenté l'expérience de la Pitié en montrant que 30% environ des patients de la Pitié étaient actuellement avec des combinaisons antirétrovirales allégées par rapport aux trithérapies conventionnelles et en charge virale indétectable. Il y a eu ensuite un débat entre Alexandra Calmi et Yazdan Yazdanpana sur une controverse pour un traitement antirétroviral immédiat. J'ai essayé de voir s'il pouvait y avoir un consensus entre leurs deux diaporamas qui m'ont tous les deux gentiment adressés. J'imagine qu'il y a un consensus sur un traitement immédiat chez les femmes enceintes, au cours de la primo-infection, chez les patients à risque de perte de vue, en particulier les utilisateurs de drogues intraveineuses, les patients en situation de précarité socio-économique, et les patients qui sont à fort risque de transmission par eux-mêmes, type patients qui seraient donc éligibles pour la PrEP et qui ont été contaminés. Il y a également, me semble-t-il, un consensus dans la plupart des pays du Sud où la probabilité est élevée de perte de vue. Je pense qu'il n'y a peut-être pas un consensus encore absolu sur l'accès généralisé et universel dans les pays du Nord pour un traitement immédiat. Sauf que je me suis dit que je ne savais pas très bien ce qu'on appelait traitement immédiat. Est-ce que c'est vraiment le traitement le jour même? Est-ce que c'est le traitement dans les 7 jours? Est-ce que c'est le traitement, etc. Dans les 14 jours, je crois que l'OMS va jusqu'à 7 jours. Et si j'avais été bien certain que le traitement immédiat, c'était moins de 7 jours, je pense que peut-être un consensus aurait été acquis universel pour un traitement dit immédiat.
Session pédiatrique, Valériane Leroy a rappelé que les objectifs 90, 90, 90 sont loin d'être atteints chez les enfants et adolescents, même si on a des chiffres assez différents d'un pays à un autre et souvent incomplets, hélas. Et qu'évidemment, là, on était dans une phase beaucoup plus prospective, la nécessité de soutenir et évaluer des interventions de recherche multidisciplinaires et de développer des approches novatrices adaptées à chaque contexte. Session pathologie opportuniste. Il nous a été rappelé que la prophylaxie par l'isoniazide est clairement insuffisamment prescrite dans la prévention de l'iris, alors que l'efficacité de cette stratégie est quand même clairement démontrée, et ça pose une question d'implémentation. Romain Palich a présenté des données de l'expérience française de notre RCP, donc sur OncoVIH, qui est la stratégie thérapeutique vis-à-vis des personnes qui ont des cancers et qui sont porteurs du VIH, et montrant qu'il y avait une émergence quand même de maladies de Kaposi chez des PV-VIH qui sont virologiquement contrôlés. C'est vrai qu'on continue à avoir régulièrement des patients qui ont ce style de pathologie et que c'est un enjeu thérapeutique émergent parce qu'évidemment, ça démontre que les antirétroviraux ne sont pas les seules clés thérapeutiques et qu'il faut rappeler que des chimiothérapies sont nécessaires et savoir les appliquer. Il y a eu une session de l'OMS qui a présenté un certain nombre d'arguments pour avancer la place du dolutegravir dans les lignes thérapeutiques. Ce n'est pas encore réellement implémenté dans les recommandations qui datent maintenant de 2016, mais il est clair qu'en 2018, on a bien senti que le dolutegravir prendrait sa place en première ligne, sur des arguments que je ne détaille pas ici, mais qui ont été clairement explicités au cours de cette session. Hépatite virale C. Une étude de Perrine Roux qui a montré que quand on interroge des patients utilisateurs de drogue, je dirais dans la cité, et qui ont été incarcérés, 30% d'entre eux disent qu'ils ont été injecteurs de drogue en prison, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas, je dirais, oublier, et donc amener les programmes de réduction de risque en milieu carcéral, et qui ont bien entendu évidemment beaucoup de mal à prendre leur place, alors que c'est une réalité épidémiologique et médicale. Nadia Majoub a présenté l'intérêt de l'antigène VHC, qu'on connaît mal, qui a une bonne sensibilité, qui a un faible coût dans le diagnostic de l'hépatite C aiguë. Et évidemment, on pense à une application qui pourrait être intéressante chez les HSH sous PrEP. Les IST ont également été l'objet d'une session. Nana Bamba a mis en place, relaté l'expérience de la clinique dite de confiance à Abidjan, avec l'intérêt d'un diagnostic, je dirais, immédiat par application d'acide acétique au niveau du col, permettant de faire un traitement par cryothérapie immédiat de lésions précancéreuses suspectées macroscopiquement, et donc d'être un agent de la prévention du cancer du col. Charles Cazenave s'est intéressé aux IST chez les prépeurs bordelais, et lui s'intéresse particulièrement à un agent infectieux émergent, Mycoplasma genitalium, une prévalence à 11% à l'inclusion, 24% personnes années en incidence, avec des problématiques qui restent à préciser sur la réelle pathogénicité de cet agent infectieux, l'intérêt de le traiter si on est asymptomatique, et qui pose des défis en termes de résistance, puisqu'il y a 61% déjà de résistance aux macrolides. Échec et résistance au VIH, Marie-Laure Schex a parlé de la cohorte TILAO, ANRS 12269, réalisée dans 4 pays africains, en montrant chez 198 patients en échec de deuxième ligne l'intérêt de renforcer simplement l'observance pendant 3 mois, puisque cette simple implication a permis un succès et un rétablissement de la détectabilité chez 2/3 des patients qui étaient en échec, 130 sur 198, alors que pourtant, on avait finalement des virus qui étaient assez résistants le jour où l'échec de deuxième ligne avait été identifié, puisque 60% des patients avaient un GSS au moins égal à 2, et pourtant le simple renforcement de l'observance a suffi à améliorer les choses. Donc ça démontre bien l'intérêt, je dirais, de cette stratégie simple à appliquer. En pédiatrie, Philippe Vandeperre nous rappelle qu'on détecte les ARV parfois dans le lait maternel et que, bien entendu, en cas d'acquisition du VIH par l'enfant, la crainte d'une résistance doit être de mise. Fabienne Ejoaka montre une étude assez intéressante réalisée au Sénégal sur des interventions pour préparer les parents à annoncer à leurs propres enfants séropositifs, donc leur statut sérologique, avec donc une stratégie, je dirais, personnelle, qui montre que
on peut passer à une information plus précoce du statut sérologique, puisque dans ce centre, la formation chez ces enfants est passée de 23% en avril 2013 à 76% en avril 2017, en trouvant les mots et le ton pour le dire. Physiopathologie, 2 mots, intervention de Barbara Chaclette sur l'immunité digestive anti-VIH, montrant le rôle important des TCD8 intestinaux, avec une cytotoxicité différente des CD8 plasmatiques, qui, hélas, pourrait représenter une limite pour éradiquer le VIH. Et Brigitte Autran nous a montré les premières descriptions de l'effet des inhibiteurs des points de contrôle immunitaire sur la diminution du réservoir. Ça fait partie également des stratégies qui ont été exposées par Nicolas Chaumont, par exemple, dans une autre plénière. Enfin, antirétroviraux, 2e session. Caroline Solas nous a montré les nouvelles galéniques de demain, très attractives, avec les nanoformulations injectables de longue durée d'action, permettant des administrations à plusieurs mois d'intervalle, les implants sous-cutanés, qui permettent des délivrances sur éventuellement 1 an, en disant que, certes, il y avait un traitement pour tous, mais également un traitement pour chacun, sous-entendu adaptable à la vie et aux souhaits de chaque patient. L'expérience camerounaise a été rapportée par Gabriel Laborde-Baleine pour montrer qu'actuellement, il y avait un certain nombre de soignants qui ne savaient pas bien annoncer un échec thérapeutique et que souvent c'était une annonce qui était un peu décourageante pour la suite et qui ne favorisait pas l'observance et qu'il y avait un intérêt à avoir des programmes pour informer les soignants de la façon d'annoncer un échec thérapeutique pour, au contraire, rassurer les patients et leur permettre de renforcer l'observance pour que ce type d'échec ne survienne plus. Comorbidité, cancer, vieillissement. Clotilde Alavena a présenté une mini-lecture sur bien vieillir avec le VIH. Ça, c'est vrai que c'est un thème qui est, je dirais, heureusement prévalent et incident de plus en plus, puisqu'effectivement nos patients vieillissent. Bien vieillir, c'est rester autonome le plus longtemps possible, malgré un certain nombre de facteurs qu'on voit plus chez les personnes âgées, qui sont cités sur la diapositive. Également, comment préparer les professionnels du secteur sanitaire et social pour intégrer les spécificités liées au VIH au vieillissement. Pour ce qui concerne la France, par exemple, on se pose des problèmes sur la formation des personnes qui travaillent en EHPAD et même des pensionnaires des EHPAD pour accueillir parmi eux donc des personnes séropositives âgées. Et elle nous cite, sur un ton bien sûr un petit peu provocateur, de rajouter 2,90 aux 3 précédents pour dire 90% en bonne santé à 90 ans. La dernière diapositive que je vous présente, c'est une lettre breaker de ce matin, avec Luminitas Schneider qui nous a montré, donc, en rapportant une étude collaborative, l'étude pilote, en faveur de l'efficacité de l'atazanavir à dose réduite, de 300 à 200 mg par jour, avec 2 NRTI qui maintient une charge virale indétectable, avec des taux de succès qui vous sont mentionnés ici. C'est un essai pilote, c'est non comparatif. Parallèlement, maintien de la charge virale indétectable, amélioration du débit de filtration glomérulaire et bien évidemment un coût assez diminué. Isabelle Andrieux-Meyer nous a présenté des données très intéressantes dans des pays, je dirais, à revenus intermédiaires, de l'efficacité anti-VHC très bonne, à 97% RSV 12 semaines, pangénotypique, quel que soit le statut de fibrose, d'une association Ravidasvir, Sofosbuvir, qui est délivré par les laboratoires Pharmco pour la somme de $300 pour 12 semaines, ce qui semble bien entendu être particulièrement intéressant compte tenu des prix habituels des médicaments anti-VHC. Et donc, je vais céder la parole à Gilles Brucker. Merci Philippe. On va donc continuer sur les autres sujets. Vous tenez le coup, ça va, c'est un tour d'horizon rapide. Donc, dans la première plénière que nous avions eue, ce sujet tout à fait essentiel sur finalement l'identification des populations cachées. Joseph Lamarange nous a rappelé que épidémie cachée et population cachée, c'est pas la même chose, mais surtout qu'il était très important de programmer des approches différenciées selon les populations. Et que tout le monde ne peut pas se reconnaître comme une population cachée ou comme une population clé, et que donc il y a là pour une remise en question un petit peu de nos schémas, et je pense que c'est important, sur ce que sont les populations clés, celles qui n'en sont pas, et surtout aussi pour promouvoir tous ces outils, notamment les autotests, mais aussi toute cette démédicalisation qui va permettre de décentraliser le soin vers des populations qui sont extrêmement diverses et qui demandent des approches tout à fait particulières.
Sur la session concernant la prévention et la santé sexuelle chez les femmes, je pense que ça a été un sujet absolument majeur de la conférence. Beaucoup d'interventions de très haut niveau, de très grande qualité. Je voudrais juste rappeler ici l'intervention de Véronica Nozeda qui souligne combien il faut intégrer la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes dans la lutte contre le sida, chose que nous n'avions sans doute pas encore suffisamment pris en compte et que nous devons intégrer dans nos démarches. Je pense que ça s'inscrit dans cette capacité qu'a aujourd'hui la lutte contre le VIH de prendre beaucoup d'autres combats qui sont importants dans la lutte contre le VIH, mais qui vont très au-delà de la problématique du VIH. Et puis Claire Tantet nous a rappelé la nécessité de renforcer la lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Rappelez ce que beaucoup aussi de médecins ou de professionnels de santé ne savent pas, notamment en France, que c'est pris en charge par la sécurité sociale à 100%, qu'il ne faut là encore, comme dans beaucoup d'autres domaines, ne négliger aucune occasion de dépistage au cours de différents actes de contact avec des professionnels de santé, comme une séance de vaccination. C'est quelque chose que nous ne savons pas faire. Et merci à Claire de nous avoir rappelé l'importance de ce sujet et d'avoir le souci aussi de protéger la future génération. Et parmi les différentes questions qui sont posées aux mères chez qui on recherche ces mutilations, c'est de leur dire « avez-vous des filles ?» parce qu'il y a une vraie priorité, une urgence à protéger cette génération des filles. Sur la question du dépistage du VIH et les nouvelles stratégies, l'importance bien sûr du déploiement des autotests avec la disponibilité en France de ces tests, leur excellente acceptabilité dans de très nombreux groupes, y compris bien sûr dans les HSH, et la nécessité d'aller vers un élargissement de cette disponibilité en Afrique qui reste encore trop rare, comme beaucoup de sujets de prévention. Et puis aussi rappeler, là aussi, la nécessité, ça a été dit à plusieurs reprises, de favoriser des dépistages combinés, de ne plus être dans une lecture complètement verticale, le VIH, et puis on verra le reste, mais d'intégrer un dépistage combiné sur le VIH et sur les hépatites, en raison notamment de toutes ces opportunités manquées chez les migrantes, comme l'a rappelé Marie-Dominique Poty pour Médecins du Monde. Puis je crois que nous avons eu un débat extrêmement à la fois passionné et passionnant vers la fin du sida. On ne va pas refaire le débat maintenant, ni tout ce que ça pose comme question. Mais si évidemment la fin du sida en tant qu'éradication de la maladie ne paraît pas quelque chose à portée de main, en tout cas en finir avec l'état épidémique est quelque chose de possible, comme l'a souligné Michel Kazatchkine, et que ça reste aussi un slogan mobilisateur vers la fin du sida. Il ne faut pas le voir comme quelque chose qui démobilise, mais comme quelque chose qui nous mobilise pour aller vers des objectifs de plus en plus ambitieux, avec cependant 3 éléments clés qui, si on n'y répond pas, nous n'arriverons pas vers la maîtrise de cet état épidémique. La nécessité impérative d'augmenter les ressources, et là aussi il va falloir engager un combat très fort, notamment en 2019, avec la refondation des modalités de fonctionnement du Fonds mondial. Et là-dessus, je pense qu'il faudra que nous engagions un plaidoyer très fort, comme les communautés viennent de le faire, pour que cette manifestation se tienne à Paris et qu'on puisse y peser de toutes nos forces. Intégrer, bien sûr... Intégrer la prévention, ça a été vraiment remarquable, cet exposé ce matin sur la PrEP. On s'était quitté sur ce slogan, la PrEP pour tous ceux qui en ont besoin. On voit qu'il y a un chemin formidable à accomplir là-dessus, mais il y a bien d'autres sujets de prévention, je ne m'étends pas. Et puis bien sûr la maîtrise de la discrimination qui est là partout, tout le temps, rampante ou affichée ou stigmatisante. Et ça, on sait, on l'a vu dans tous les témoignages que nous avons eu aujourd'hui, que nous n'avancerons pas. Michel Sidibé l'a aussi redit très fort, sans une maîtrise de cette discrimination. Alors, en dehors de l'intervention en session plénière, à nouveau des sujets sur les populations clés, notamment sur la question des migrantes subsahariennes qui vivent en Île-de-France et sur la question de la révélation du statut sérologique aux partenaires, avec comme conséquence ou non la rupture conjugale. Ce qui est intéressant, et je ne m'étendrai pas, c'est que, en fait, la rupture va survenir en fonction des vulnérabilités du couple. Et là encore, on voit que le VIH n'est pas l'unique et seul facteur des inégalités, des souffrances et de la stigmatisation. Il appuie là où existe d'importantes vulnérabilités, et c'est le combat contre les vulnérabilités qu'il faut aussi engager.
Et puis un sujet sur les géreuses de busy, c'est-à-dire une sorte de sexe business ou de sexe tarifé. Et là aussi, il faut aller au-delà de nos visions très clivantes ou très schématisées entre les travailleuses du sexe et le reste du monde. En fait, il y a une énorme diversité de formes de ce point de vue-là, de populations qui sont exposées. Et là encore, on voit qu'il faut mieux cibler nos messages de prévention, nos messages d'information en direction de la pluralité des populations qui sont exposées. L'engagement communautaire, c'est évidemment aussi notre sujet absolument fondamental et je trouve que plus les années passent, plus on se rend compte que cet engagement est essentiel et que sans lui, rien ne se fera. Et donc, comme ça a été dit, rien pour lui sans lui, bien sûr. Et donc, la question ici était la nécessité de faire respecter et d'améliorer les droits des minorités, avec l'importance aussi de renforcer l'expertise juridique pour armer les populations clés. Je pense que là, nous aurons d'ailleurs des échanges à renforcer dans les années à venir avec les parlementaires. On a eu l'occasion de quelques échanges avec un réseau de parlementaires francophones. Je ne sais pas si ces représentants sont dans la salle ici, mais en tout cas, je pense que ça fait partie aussi des combats. Il faut que nous allions au-delà de notre vision surtout sanitaire et que nous engagions aussi un combat qui soit un combat du point de vue réglementaire, législatif, afin d'améliorer les situations de répression qui sont tellement fréquentes encore dans le monde. Emmanuel Papeau et Marie Préau aussi ont fait un travail sur le problème des prix des antirétroviraux et finalement souligner le décalage qu'il y a quelquefois entre les niveaux d'information des PVVIH et celles des spécialistes ou des non-spécialistes mais du corps médical et qui sont parfois beaucoup moins bien informés que les PVVIH. Et là aussi, on voit combien cet engagement communautaire a permis une extraordinaire amélioration de la participation des PVVIH à la prise en charge de leur santé. Sur la santé numérique, il y aurait énormément de choses à dire. Je vais la faire courte. Mais Philippe Lepère a animé un débat très intéressant. Il y avait beaucoup de monde, donc on voit qu'on a tous une certaine appétence pour ces outils dont on sait qu'on a besoin. Beaucoup de choses, mais le fait d'abord que la téléphonie mobile ouvre une très grande potentialité pour le suivi des PVVIH et qu'elle met aussi le patient comme un acteur clé. Il reçoit l'information, il peut prendre des décisions, il est en prise directe avec le réel. Et donc, ça contribue, je pense, à faire de lui l'acteur majeur, essentiel, indispensable de sa propre santé. Et puis, bien sûr, tout le nécessaire développement des systèmes d'information pour améliorer la gestion des files actives de patients. Il y a eu plusieurs débats là-dessus et on voit bien que je salue l'initiative qui a été prise pour la mise en place d'un dossier informatisé au Mali. Mais je pense que ceci, on doit pouvoir le développer très rapidement parce que c'est vraiment un outil complètement indispensable. Alors, vais-je parler de la session sur la PrEP après l'exposé remarquable de Jade et de Ève. Alors, il y a eu une session en dehors de cette plénière consacrée à ce sujet. Je ne vais pas redire donc tout ce qui a été dit, mais c'est clair que est-ce que la PrEP au féminin est moins efficace que les hommes? C'était la question. La réponse est non. La PrEP au féminin est parfaitement efficace. Il y a toute une série de questions dans le détail desquelles je n'entre pas sur la nécessité d'avoir des prises régulières pour des problèmes aussi de concentration au niveau de la muqueuse génitale féminine, mais en dehors de ces questions qu'il faut respecter, évidemment, cette PrEP est aujourd'hui parfaitement efficace, il faut la développer, il faut renforcer l'information, il faut renforcer l'adhésion des femmes exposées à ce sujet, et on a vu combien dans la diversité des populations, ce sujet est important. Il y a donc ce nouveau public de la PrEP, femmes migrantes, femmes victimes de violences, hommes migrants, HSH non identitaires. Et Isabelle Poiseau-Martin a montré combien il y avait des opportunités qui avaient été manquées, car dans l'analyse, et c'est quand même extrêmement édifiant, et ça doit nous montrer notre responsabilité dans le développement de la PrEP, sur l'analyse d'un peu plus de 100 nouveaux diagnostics d'infection à VIH, eh bien, en analyse rétrospective, on voit que plus de 80% d'entre eux étaient éligibles à la PrEP, et si on les avait mis à la PrEP, ils ne seraient pas positifs, et donc nous portons là une responsabilité absolument majeure.
Sur la question des migrations, nous sommes dans un monde qui est particulièrement troublé et perturbé et qui engendre des migrations multiples, à la fois internes dans les pays et à travers l'Afrique, et aussi de l'Afrique, du Moyen-Orient vers l'Europe et dans bien d'autres régions du monde. Ce que l'on peut voir dans le travail que Annabelle Desgrès-Dulou a présenté, c'est l'augmentation importante de ces femmes qui arrivent en France dans le contexte d'une migration extrêmement douloureuse, extrêmement difficile, et que ces femmes plus nombreuses et réfugiées sont très vulnérables, très exposées à des risques sexuels, à des violences sexuelles et aux souffrances psychiques. Et il faut absolument que, là encore, sur ces populations très exposées, nous soyons capables d'aller précocement au-devant d'elles pour mettre en place les politiques de dépistage, les politiques de prise en charge, les politiques de prévention. Et donc, Marie-Dominique Pauty a là aussi souligné la nécessité du dépistage précoce de la tuberculose. Enfin, Souleymane Sow a parlé aussi de ces hotspots, ces points chauds, on va dire, en francophonie, transfrontaliers, qui sont de véritables foyers considérables sur lesquels il faut savoir se porter et porter tous nos efforts d'information, de prévention et de prise en charge. Sur le plan de l'épidémiologie, beaucoup d'informations extrêmement importantes, notamment, en tout cas, la question qui nous interpelle fortement, c'est que quand on regarde évidemment l'évolution des nouvelles infections à VIH, ça a été dit par Michel Sidibé, ça a été repris à de nombreuses reprises, nous n'atteindrons pas les objectifs de réduction espérée de 75% en 2020. Ça veut dire que ce qu'on a appelé la fin du sida, l'infection à VIH, elle est toujours là, elle est toujours présente. Il faut vraiment continuer cette mobilisation de tous. Je pense que c'est quand même un des messages clés qu'il faudra bien porté à l'extérieur de notre monde ici de militants. Et puis Marc-Antoine Valentin a rapporté l'expérience des 5 Corévis de l'Île-de-France, et là aussi en montrant qu'il y avait un gros déficit en matière de vaccination, surtout de vaccination contre l'hépatite B. Et là, on a aussi tous à balayer devant notre porte, si j'ose dire, professionnels de santé, car nous ne sommes pas assez mobilisés sur cette question de renforcer la prévention de l'hépatite B. Alors toujours sur les hépatites B et sur les syndromes métaboliques et de stéatose. Premièrement, un sujet qui montre que faut-il accéder plus largement à la biologie moléculaire, puisque dans 20% des cas au Sénégal concernant les carcinomes hépatocellulaires, il y avait de l'ADN VHB qui était retrouvé chez des patients qui étaient HBS négatifs. Donc ça pose là aussi la limite de nos capacités de faire des bilans et d'ouvrir à cette question de la biologie moléculaire, question certainement complexe. Et puis une présentation aussi de la vaccination à la naissance à Madagascar, en soulignant que 70% des accouchements se faisant à domicile, aucun process de vaccination ne peut être mis en place. Alors c'est là aussi une immense question, la sécurisation de la naissance, la sécurisation de l'accouchement. Vous savez qu'un des indicateurs les plus dramatiques du monde, c'est le taux de mortalité maternelle, qui reste encore en Afrique le plus souvent au-dessus de 500 pour 100 000, voire au-dessus de 800 pour 100 000. C'est un drame absolu, et il faut donc, de ce point de vue-là, renforcer la prise en charge des femmes et la sécurisation de la naissance. Et bien sûr, on voit aussi l'intervention plurifactorielle, pluri-objective, de permettre la vaccination des enfants. Enfin aussi sur la question de la stéatose hépatique, où on voit que finalement ce syndrome métabolique n'est pas... Je suis trop long ? Pardon. Voilà, il faut faire de la prévention sur les mesures hygiéno-diététiques. Alors, prévention du VIH et des autres IST, là aussi, la nécessité de renforcer la prévention chez les jeunes, parce que on voit que chez les jeunes SHS, 40% d'entre eux n'utilisaient pas le préservatif. Et seulement 5% ont utilisé la PrEP, donc un travail considérable. Prévenir la transmission verticale du VIH et du VHB, c'était ce matin sur un protocole donc de TENO, et puis associant donc deux choses, mais je vais passer parce qu'on me dit que je suis un peu en retard. Sur la discrimination des droits humains, je voudrais souligner ici le témoignage très bouleversant de Raïssa Koulibaly du Mali et d'Arcade Sida,
qui nous a montré combien ces parcours trans pouvaient être douloureux, difficiles, violents, inacceptables. Et c'est important que nous soyons capables et de l'entendre et de combattre à l'extérieur sur ces problèmes-là. Et Bahar Azadi nous a parlé aussi de ce combat courageux de la lutte pour les droits des trans en Iran. Et enfin aussi un sujet que j'ai trouvé très important, c'est la question de la perspective du don d'organes pour les PV-VIH. Il y a un groupe de travail qui se met en place en France là-dessus, avec la participation du ministère de la Santé, et je pense que ça ouvre des questions extraordinairement intéressantes de développement du don d'organes. Voilà, je vais en terminer. L'appel de Bordeaux, bien sûr, on l'a tous entendu. Je souligne le remarquable positionnement du président de la conférence, qui s'est spontanément placé entre les deux ministres, ce qui est un gage de promotion dont il n'a pas besoin pour son parcours, qui est déjà très très haut placé. Voilà. Deux mots, si vous me l'accordez, pour conclure. Pardon à ceux dont on n'a pas cité les travaux, les interventions remarquables. Voilà, je voudrais souligner dans la salle la présence d'une autre grande Christine militante, Christine Cafando, qui nous a, là encore, merveilleusement... qu'on écoute toujours avec émotion et qui est toujours là, voilà. Mais il y en a beaucoup d'autres ici. Deux mots d'abord pour remercier nos 7 rapporteurs là, qui, au-delà du travail qu'ils ont fait, sont cette génération de demain dont on a besoin. Et donc, merci à eux et à tous les autres qui vont bientôt reprendre ce nouveau flambeau de cette lutte contre le VIH, contre les hépatites, contre les violences et pour toutes ces souffrances qui sont tout à fait inadmissibles aujourd'hui. Merci aussi, bien sûr, je le dis pendant que j'ai le micro, à J.L. Evans, qui a fait un travail considérable pour assurer dans les meilleures conditions possibles cette conférence. Et merci à Clémentine donc, et à toute son équipe. Et puis 3 mots pour terminer, 3 mots clés. La mobilisation. Il ne faut pas que nous soyons un club fermé. Il faut que nous allions au-delà du cercle ici des militants de cet amphithéâtre. Parce que on est tous d'accord. On est tous d'accord. Alors c'est formidable. On est dans une famille. Encore souvent dans une famille, il y a beaucoup plus de désaccords. Donc c'est même une famille rare. C'est une famille qui se dispute pas ou tellement peu. Mais c'est ailleurs, le combat il est ailleurs. C'est là où il faut vraiment qu'on renforce la mobilisation. Et il faut qu'on aille au-delà des militants. Parce que s'il n'y a que des militants, ça ne suffira pas. Il faut aller au-delà des militants, il faut aller vers les citoyens, vers tous les citoyens. Et c'est en faisant entendre la voix des citoyens qu'on augmentera aussi ce poids politique dont nous avons besoin et qui a été souligné. Le deuxième mot-clé, c'est l'innovation. Il faut innover, il faut changer. On se rend compte qu'on croyait bien faire, puis on se rend compte avec les nouvelles études qu'on n'a pas si bien fait que ça, qu'on a oublié la prévention, qu'on a oublié de prendre en charge tout un tas de problèmes, qu'on a été trop vite, qu'on n'avait pas assez de temps pour voir les gens. C'est toujours la faute aux autres ou la faute au temps, mais c'est notre responsabilité à nous. Et là, je pense qu'il faut innover. Il faut innover dans la thérapeutique. Christine l'a dit sur les antirétroviraux. On vivait dans ancrer la trithérapie ou rien d'autre. Maintenant, on voit qu'on peut faire autre chose. Mais il y a aussi des innovations dans beaucoup d'autres domaines. Mais j'arrête parce qu'on me fait signe que c'est trop long. Et enfin, bien sûr, la non-discrimination sans laquelle on ne pourra jamais avancer. C'est peut-être le combat le plus fondamental. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on continue de travailler. Merci beaucoup à tous. Merci.